Bien, bonsoir. Dans l'actualité de ce 6 décembre 2019, l'opération Noël Teranga qui a arraché le sourire aux enfants de la Somone. L'association SOS Gazelle, à l'initiative, leur a distribué des produits impropres à la consommation. La gendarmerie a arrêté la dame, puis l'a relâché, une responsable qui n'en serait pas à son premier coup d'essai. Nos reporters ont mené l'enquête. Zone militaire de la commune de Bambilor, la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol entame le grand ménage pour écarter les populations du danger. Des constructions irrégulières combinées à l'extraction de coquillages perturbent le déroulement des entraînements des parachutistes et mettent les occupants en danger. L'intersyndicale des travailleurs de la SDE qui maintient la pression. Pas question de se plier à la répartition des actions de la nouvelle société qui remplace la SDE, la sénégalaise des eaux, 10%, dont 1,5% respectivement aux travailleurs de SONES et de nous revenons sur l'Assemblée générale tenue ce matin pour annoncer la reconduction du mot d'ordre de 48 heures. Premier anniversaire du musée des civilisations noires, nous irons partager la fierté des visiteurs rencontrés sur place. Africa Gastronomia, le forum qui valorise la cuisine africaine. Nous dégusterons en fin de journal les recettes de chefs venus faire partager le savoir-faire culinaire. L'invité de ce vendredi, Dr Souleymane Lo, il est psychosociologue et il nous aidera à mieux comprendre la tendance actuelle, une tendance inavouable dans le champ politique. Les échanges de noms d'oiseaux entre politiciens, parfois même du même camp, et la perte grandissante du sens de l'État au Sénégal. Bienvenue à tous, dans un instant, le développement de tous ces titres. D'abord, cette dernière, le khalife général des Mourides qui demande à maître Madické Niang de se mettre au service exclusif de la communauté mouride. Aux yeux du khalife, le candidat malheureux à la dernière présidentielle serait davantage utile dans cette posture où il serait à équidistance avec toutes les chapelles. L'ancien ministre Souad s'est entretenu en effet avec Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, extrait de la rencontre. Ce que j'attends de toi est que tu sois juste un talibé de Serigne Touba, que tu restes toi-même avec tout le savoir que j'ai constaté en toi et nul n'affirmera que tu t'es battu pour l'avoir en ta possession. Je pense que c'est assez suffisant pour que tu puisses aller de l'avant dans bien des choses. L'intégralité de la vidéo sur emedia.sn. La gendarmerie nationale a sans doute évité le pire aux enfants de la Somone qui ont croisé malheureusement la route de Noël Teranga. Une opération de dons de cadeaux et de denrées alimentaires aux enfants. Seulement, l'association SOS Gazelle à l'initiative a débarqué avec des produits impropres à la consommation. La responsable avait été arrêtée avant d'être relâchée par la gendarmerie. Elle était en compagnie d'anciens footballeurs internationaux pour la distribution justement de ces cadeaux aux enfants de la Somone. Des entreprises et structures pour la promotion du tourisme l'ont accompagné de bonne foi, selon leurs responsables respectifs. La mise en cause serait une habituée des faits du genre. Enquête réalisée par Gabriel Kane Mafalfal et Mamadou Bipa Sissoko. Des grands noms du football africain qui distribuent des cadeaux à des enfants, des cadeaux supposés neufs, une scène qui peut sembler anodine. Cela se passe à Mour, près de la lagune de Somone. Seulement, parmi ces produits, certains sont destinés à la consommation et sont périmés depuis plusieurs mois. Les gendarmes informés des faits sont venus constater et saisir les éléments impropres à la consommation.
Après la convocation, on peut retenir que les éléments effectivement périmés ont été pris par la gendarmerie de façon à être sûr que ça ne soit pas distribué, ce de toute façon à quoi nous nous étions engagés. On rappelle que le bus a été chargé il y a 48 heures de nuit. Donc on a chargé, voilà, on a chargé, et c'est tout à l'heure au déchargement qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui présentaient une date de péremption dépassée de 2 mois, 3 mois maximum, et que du coup on a stoppé tout de suite la distribution. Ça n'a pas été distribué à la Somone, on insiste bien là-dessus. On a fait boire aux enfants de l'eau casamançaise. Les produits périmés ont été sortis et c'est pris par la gendarmerie, et le reste on part avec. Si les responsables de l'association affirment que la date de péremption ne dépasse pas 3 mois, les preuves dont nous disposons en exclusivité montrent le contraire. Certains produits, comme des jus de fruits, sont expirés depuis le 18 septembre 2018. Cette opération de distribution de cadeaux a été financée par la LONASE, Air Sénégal, l'Association sénégalaise de la promotion du tourisme et d'autres structures de notre pays, qui, sans doute, ignoraient la supercherie. C'est scandaleux, d'abord. Et c'est non seulement de l'escroquerie parce qu'elle s'est fait parrainer par des sociétés sénégalaises pour distribuer des produits périmés à des enfants. C'est une tentative d'empoisonnement en plus. Et ce qui est grave, c'est que ces produits-là peuvent contenir des germes qui peuvent dormir dans l'organisme des enfants ou des adultes qui mangent pendant des années avant d'exploser. Et quand ça explose, ça fait des dégâts. Et ce sont toutes les nouvelles maladies que l'OMS a sériées, qui sont une centaine, qui sont dues à cela, à des choses comme ça. Donc cette dame qui prétend faire de l'humanitaire, et en réalité c'est de l'escroquerie qu'elle fait vis-à-vis des gens qui parrainent l'opération, et c'est une tentative d'empoisonnement vis-à-vis des populations auxquelles elle donne ses produits. Bon, j'ai parlé à monsieur le procureur de Mbour, il y a une enquête qui est en cours avec la gendarmerie. Je vais saisir, pour ce qui concerne SOS Consommateurs, je vais saisir la direction du commerce intérieur, parce qu'elle a une antenne certainement à Saly ou peut-être à Mbour, et il faudrait qu'on aille jusqu'au bout. Cette distribution de cadeaux entre dans le cadre d'un projet intitulé Noël Teranga, et la même chose avait été organisée en France. Pour l'heure, une tentative d'empoisonnement peut être retenue contre l'organisation. À cela, on peut ajouter une escroquerie. Il y a 2 infractions qui peuvent être visées. De l'escroquerie vis-à-vis des sociétés qu'elle a pu amener à parrainer l'opération, qui lui ont donné de l'argent pour faire l'opération. Et deuxièmement, le fait qu'elle distribue des produits périmés qui peuvent être extrêmement dangereux, surtout pour des enfants, ça c'est une tentative d'empoisonnement. Peut-être que ce n'est pas volontairement qu'elle va empoisonner, mais involontairement, elle peut empoisonner des enfants. Et ça peut être le cas. Donc, elle peut être poursuivie. En tout cas, une information peut être ouverte. Une enquête d'abord, puis une information sur ces faits-là, et voir à quelle qualification ça pourrait correspondre. Ces faits se sont déroulés le mercredi. L'enquête est en cours. Véronique Chaplin, la présidente de l'association SOS Gazelle, n'en serait pas à son premier coup d'essai. En effet, ces documents fournis par une source nous montrent un projet d'un montant de 40 millions pour la construction d'un centre sportif à Gandigal en 2016. Un lieu fictif que la mairie de Mantes-la-Jolie a subventionné, ainsi que d'autres sportifs de haut niveau en France. Opération de délimitation et de sécurisation de la zone militaire de la commune de Bambilor. La direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol a mobilisé ses services pour justement sensibiliser la population sur les risques de s'installer dans la zone qui accueille des entraînements de parachutistes, les constructions irrégulières et l'extraction de coquillages dans cette zone compliquent davantage la situation. Moussa Fall et Abdourahmane Li étaient sur place ce matin. Des zones non édificantes, c'est ce que la DESCOS a décelé dans la commune de Bambilor, pourtant déjà clôturée par les populations. Une zone exclusivement réservée à l'armée que les populations s'entêtent à vouloir habiter. Après plusieurs sommations, la direction de la surveillance et du contrôle du sol revient à la charge. Une communication qui a visiblement touché la conscience des populations mises au fait des dangers de s'installer dans le secteur.
Et cette zone-là, avant que les militaires le prenaient pour leurs entraînements et exercices, il y avait de l'eau, beaucoup de l'eau. Il y avait 2 sites. L'un s'appelait Yandal, l'autre Tor. Mais avec la sécheresse, l'eau n'est plus le bienvenu, n'est pas là. Les militaires ont pris ces skis depuis presque beaucoup d'années. Mais c'est désolable parce que nous qui connaissons cette zone-là n'est pas habitable. Une zone militaire dans laquelle l'extraction de coquillages est devenue banale, même après plusieurs notes d'autorité l'interdisant. Qui provoque de fortes excavations, source de danger et d'insécurité pour les pratiquants qui exercent leur métier ici. Faire sauter quelqu'un d'un avion et qu'il arrive sur Terre, il faut des normes de sécurité vraiment strictes. Donc il suffit qu'il y ait un petit caillou de 2 cm qui fait que les 2 pieds n'arrivent pas au sol. Un seul pied ne peut pas supporter le corps humain qui descend d'une altitude de 400 mètres. Donc c'est automatiquement une fracture. Et 90% de nos fractures, c'est des fractures ouvertes. Une zone d'une importance capitale pour les parachutistes et les dangers liés aux facteurs humains ne sont pas à négliger. Cette zone, si je le disais tantôt, revêt un caractère stratégique parce que c'est la seule zone de cette dimension qu'on a ici à Dakar. Si jamais on perd cette zone, on sera obligé d'aller jusqu'à Dodi pour sauter. Et ça va augmenter les coûts financiers et on ne pourra pas supporter. Des mesures seront donc prises pour que nul n'en ignore les enjeux. Je suis venu avec des géomètres de la DESCOS, mais également des géomètres agréés pour délimiter définitivement la zone afin qu'on puisse la baliser du point A au point Z. Ça, c'est la première phase aujourd'hui. Deuxièmement, il s'agira de mettre des guérites de surveillance pour en faire des postes fixes de jour comme de nuit. Donc les militaires du bataillon des parachutistes ne vont plus jamais quitter cette zone. Des sanctions pénales ne seront donc pas écartées si toutefois les récalcitrants ne décident pas de jeter l'éponge. Camp de garde du Cap Manuel, les familles devront déguerpir avant le 31 décembre prochain. Une sommation leur a été délivrée justement dans ce sens. Elles disent prendre acte et attendent de pied ferme les autorités de l'administration pénitentiaire, selon leurs propres termes. Le collectif des familles a rencontré la presse ce matin. Voici Momar Ndao. Il est le porte-parole de ce collectif au micro de Cheikh Diop et de Cheikh Ougaï. Nous avons eu des informations comme quoi les épis sont convoqués pour venir nous déloger demain matin à la première heure avec brutalité et force comme ils l'ont fait à Mbour. Alors que nous, si nous sommes ici, ce n'est pas de notre propre volonté. C'est le président de la République même qui a déclaré en plein Conseil des ministres après une réception de Cheikhna Keïta, qui est le président de l'amicale des policiers à la retraite, comme quoi les camps de garde sont cédés aux policiers à la retraite et à leurs veuves. C'est ce qui nous a retenus ici. Aujourd'hui, l'administration pénitentiaire qui n'a jamais réfectionné ce logement que nous occupons depuis plus de 30 ans et nous avons investi beaucoup d'argent. D'autres ont même pris des prêts pour réfectionner leur logement à coût de centaines de mille de francs. Et aujourd'hui, l'administration pénitentiaire veut nous déloger sans ménagement. L'intersyndicale des travailleurs de la SDE reconduit son mot d'ordre de grève de 48 heures. Ses membres déclinent toujours l'offre de l'État du Sénégal, le gouvernement, 10%, 10 dont 1,5 pour respectivement les travailleurs de SONES et de l'ONAS. Par ailleurs, les syndicalistes précisent qu'il n'y a pas eu de sabotage dans la distribution de l'eau comme avancé. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale de ce matin. Sidi Niang et Cheikh Sall étaient sur place. 48 heures supplémentaires, l'intersyndicale des travailleurs de la SDE durcit le ton. La grève continue jusqu'à lundi. Nous avons décrété ces 48 heures pour donner au temps, donner la chance à l'État du Sénégal à travers le ministre de l'eau et de l'assainissement de trouver dans les négociations que nous avons entamées des solutions. Vous savez que le point de blocage que nous avons avec le gouvernement, c'est les 10%
ou 5% ou 7% qu'ils proposent. Ces travailleurs rejettent les 7% proposés par le gouvernement. Ils veulent les 10% pour eux seuls. Pas de partage avec la SONES et l'ONAS. Parce que vraiment, depuis 2017 que la réforme a démarré, nous étions les seuls à nous battre sur le terrain. Quand ils nous ont dit dans le DAO que vous avez 5%, c'est nous qui avions dénoncé, qui avions fait un mémorandum. On n'a jamais entendu d'autres travailleurs du secteur en parler. Ce n'est pas parce que c'est la fin et que le gouvernement, avec notre détermination, a décidé d'augmenter 5% que l'État ou le ministère ou certaines directions de la SONES ou de l'ONAS appellent les syndicats à venir nous attaquer et à vouloir dire qu'ils font partie des 10%. Après 5 jours de grève, les responsables de l'intersyndicale des travailleurs de la SDE refutent l'idée de sabotage et disent que le responsable, c'est le gouvernement. Et nous apprenons à l'instant en exclusivité que le chef de l'État Macky Sall vient de réquisitionner tous les travailleurs de la SDE par décret, et le président de la République qui demande au ministre de tutelle ainsi qu'au ministre de l'Intérieur de faire appliquer cette mesure. Rôle de l'université dans la prévention et la lutte contre la corruption. Un panel organisé ce matin par l'UCAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, veut accompagner justement l'OFNAC dans sa mission de lutte contre la corruption. Différents acteurs ont pris part à cette rencontre, les étudiants aussi. Barresso et Alun Gueye. Des étudiants venus massivement. L'UCAO, Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, en collaboration avec l'OFNAC, veut participer dans la prévention et la lutte contre la corruption. L'université a une partition très forte que nous appelons en milieu universitaire le service à la communauté. Et l'université sert la communauté parce qu'elle a une obligation qui consiste à mettre sur le marché du travail de futurs bons citoyens. La fraude n'est pas logée uniquement au sein d'un public, elle traverse tous les publics. Donc les recommandations touchent aussi tous ces publics-là. Et puis elles touchent les dimensions de la formation et de l'accompagnement dans les curricula. Parce qu'il a été question de renforcer les questions éthiques, il a été question de renforcer les questions déontologiques, il a été question de renforcer la morale en université. Et il a surtout été question de former les gens de manière anticipative pour lutter contre ce phénomène qui touche toute la société. Les étudiants connaissent-ils le rôle de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption dans la société? Moi, je pense que l'OFNAC, on l'a installé juste pour montrer aux Sénégalais que l'État est toujours présent, que l'État est là pour eux, alors que ce n'est pas vrai. C'est une coquille vide, c'est ce que je pense moi, en tout cas. Parce que déjà, si la CREI, comme je vous disais tout à l'heure, si la CREI remplissait toutes ses fonctions, il n'y aurait pas besoin de mettre l'OFNAC. Parce que déjà, il remplit ces mêmes critères. Ceux qui pensent que l'OFNAC n'est pas assez efficace ne se sont pas peut-être intéressés au fond de ce qu'ils proposent, au fond de leur travail, au fond de leurs idées. Si on les analyse, si on fait une analyse objective, on se rend compte que ce qu'ils proposent est très intelligent. Et je pense que quand des organismes comme ça font des propositions, il faut leur laisser le temps et la chance de les réaliser avant de juger. Le choix de l'espace universitaire n'est pas fortuit. Le milieu de l'université est un milieu extrêmement important pour plusieurs facteurs. D'abord, c'est une institution qui regroupe beaucoup de services publics à l'interne et qui regorge d'une population assez particulière, c'est-à-dire des jeunes, ce qui en fait une cible extrêmement intéressante. L'autre aspect, c'est un milieu d'éducation, un milieu de formation, un milieu où on transmet des valeurs, un milieu où on façonne des attitudes et des comportements. Mise en place depuis 2012 par le président de la République, le rôle de l'OFNAC est de promouvoir la probité dans la gestion des affaires publiques et privées. L'ICAO compte l'accompagner dans cette lutte.
Le musée des civilisations noires qui souffle sa toute première bougie en ce vendredi 6 décembre 2019. Un musée qui fait toujours la fierté des visiteurs qui apprécient profondément l'histoire et la richesse culturelle qu'abrite le majestueux bâtiment. Augustin Mandang et Cheikh Hassan Fall. Le 6 décembre 2018, le chef de l'État Macky Sall inaugurait le musée des civilisations noires. Une année plus tard, le musée continue de faire la fierté du Sénégal et de l'Afrique. Le musée est un endroit qui nous donne des connaissances, qui enrichit aussi nos connaissances. Parce qu'à l'école, on apprend que l'Afrique c'est ci, l'Afrique c'est là. Mais ici, cela montre que l'Afrique a bel et bien une histoire. De ce musée, qui est à mon sens l'un des plus beaux musées, sans démagogie, qui est un musée assez conséquent et beau, bien construit, bien mis en place pour des expositions comme celles que nous avons eu à faire. Un musée dont l'utilité se fait de plus en plus sentir, surtout chez les jeunes. On y trouve beaucoup de connaissances. Si on dit musée, cela veut dire qu'il y a la connaissance qui se déroule au sein de cet endroit. On dit souvent que l'Afrique, on le considérait comme une terre vierge, pas de culture, pas de civilisation, alors que cela montre que l'Afrique a bel et bien une civilisation et l'Afrique est riche en matière de connaissances. Pour l'artiste plasticien burkinabé Kisiriki, ce musée est d'autant plus important qu'il est diversifié. Je crois que ce musée-là joue son rôle. En plus d'être un musée ethnographique, il y a une partie pour l'art contemporain. Que demander de plus? À côté de ses missions d'éducation et de repères historiques, le musée des civilisations noires joue également un rôle essentiel dans la promotion de la culture du continent. Je vous l'annonçais dans le sommaire, Africa Gastronomia, le rendez-vous des chefs qui valorise les cuisines africaines, un forum de chefs qui a fait saliver un public sous le charme justement du savoir-faire proposé par ces chefs venus d'un peu partout du continent. Moussa Fall, Ndeye Amindiaye, dégustation. De la musique, découvert, les cuisiniers par-ci par-là s'affairaient chacun à sa manière. Venus d'ici d'ailleurs, les chefs cuisiniers se sont retrouvés à la place du souvenir afin de valoriser la cuisine africaine. Du tchéboujen au menu de l'ouverture de ce forum, ce plat est un moyen de lutter contre l'obésité. Le tchéboujen que j'ai vu aujourd'hui, en lui-même, on peut modifier pour que ça puisse lutter contre l'obésité. À l'exemple de certains aliments comme le manioc, éviter trop de matières grasses. Les légumes qui sont à l'intérieur sont bons. Et puis, pour lutter contre l'obésité, j'aurais précisé qu'on peut adapter le tchéboujen à une personne bien précise. Nostalgique des produits locaux, avec le concours culinaire. Mamadou Sek, directeur d'une école de formation en hôtellerie et restauration, compte proposer un gâteau à base de produits locaux. J'ai ce que j'appelle le moelleux de Kerbourg que j'ai proposé, où on retrouve 8 parfums, c'est-à-dire les parfums de notre enfance, qu'on ne peut plus retrouver dans nos assiettes. Il fallait se battre pour ramener ces goûts de l'enfance dans nos assiettes. Alors j'ai profité de cette occasion pour faire un gâteau que j'appelle le moelleux de Kerbourg, où j'ai plus de 8 parfums, le solum, le sidem et tout, compris dans ce gâteau. Pour certains cuisiniers, il faut revisiter la préparation de certains plats et diminuer leur temps de cuisson afin d'épargner les nutriments. Pas seulement valoriser la cuisine sénégalaise, mais africaine. Parce qu'imagine un gars qui vient, qui te prépare un tchéboujen de 4 heures de temps. Il n'y a pas de sens. Les vitamines vont mourir, mais on peut modifier, revisiter nos plats. Au lieu de 4 heures de temps, on peut le faire à 2 heures de temps ou 2 heures et demie, ça dépend. C'est ça que l'engagement de From surtout. L'Africa Gastronomie, c'est ça l'opinion. À la fin de ce forum, les chefs cuisiniers espèrent bien exporter les plats africains dans les pays européens, mais aussi bien former les étudiants en hôtellerie et restauration afin de trouver un bon travail dans ce domaine. Comme tous les vendredis, le rendez-vous avec le service des sports Malik Tiandoum signe ActuSport de ce vendredi.
L'actualité sportive du week-end sera marquée par le démarrage du championnat national de football professionnel. 14 équipes seront en lice pour ouvrir la succession ou non de Génération Foot. D'ailleurs, les académiciens de Denis Biramdao ouvrent le bal ce samedi à domicile contre le Jaraaf de Dakar. Pendant ce temps, en Ligue 2, la course à la montée sera lancée ce week-end. L'autre attraction du week-end est le tournoi de l'UFOA chez les U20 en Guinée-Conakry. Les Lionceaux du Sénégal jouent la finale contre le Mali ce samedi au stade du 28 septembre de Conakry. En levée de rideau, Gambie et Sierra Leone jouent le match de classement. Toujours en football mais en Europe, on joue la Ligue 1 française pour le compte de la 17e journée. L'Olympique lyonnais se déplace vendredi à Nîmes. Le leader Paris Saint-Germain rendra visite à Montpellier samedi. Son dauphin, l'Olympique de Marseille, reçoit Bordeaux au stade Vélodrome dimanche à 20h. En Liga espagnole, l'Atlético de Madrid ouvre le bal pour le compte de la 17e journée ce vendredi contre Villarreal. Le football club de Barcelone de Messi reçoit Mallorca. Le Real joue à domicile contre l'Espagnol Barcelone. Séville, 3e, se déplacera ce dimanche à Osasuna. Le Calcio italien joue également sa 15e journée. Le leader, l'Inter de Milan, reçoit vendredi la Roma. La Juventus de Turin, 2e, rend visite à la Lazio de Rome. En Premier League anglaise, le leader Liverpool de Sadio Mané se déplace ce samedi à Bournemouth. À surveiller le choc Manchester City, Manchester United, mais également Everton-Chelsea. Enfin, en Bundesliga allemande, pour le compte de la 14e journée, ce vendredi déjà, le match Francfort-Hertha Berlin sera l'attraction. Mönchengladbach, leader, reçoit le Bayern de Munich pour le choc de cette 14e journée de la Bundesliga. C'est l'heure de l'invité du vendredi. Nous recevons ce soir, pour la fin de semaine, le docteur Souleymane Lo, psychosociologue. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Khalifa. Ravi de vous accueillir dans le locaux de ITV. C'est un plaisir. Alors, nous allons tenter, docteur, de comprendre l'attitude à l'heure actuelle de certains de nos dirigeants. Nous entendons pratiquement de façon quotidienne des insultes, mais des noms d'oiseaux un peu partout. Essayer de comprendre d'où ça vient, essayer de comprendre quelles seraient les conséquences, si on peut en craindre, sur la population, mais également sur le sens de l'État, la culture du sens de l'État, mais surtout sur les valeurs, la perte des valeurs que l'on déplore de plus en plus au Sénégal. Tout à fait. Où est-ce qu'on peut aller chercher l'origine de ces agissements, docteur? Merci, M. Khalifa, par rapport à l'importance de la problématique soulevée aujourd'hui, qui est une problématique donc de l'heure, au regard du comportement tantôt souligné, observé au niveau donc d'une certaine classe donc dans la société, particulièrement la classe politique, alors qui interpelle tout un chacun d'entre nous et que chacun se pose la question de savoir pourquoi il en est ainsi. Oui. Alors donc à cette question, je dis d'abord par rapport à la question politique, il faut d'abord regarder l'origine de tout ceci au niveau de la structuration donc, des partis politiques. Parce que les partis politiques, c'est vrai, quand on parle donc de partis politiques, c'est un groupe organisé. Et il ne suffit pas d'avoir donc des textes, des règlements, des statuts et des rôles qui sont définis sur du papier, si et seulement si rôles et statuts donc, ne sont pas respectés, observés donc convenablement. Et si nous regardons en général, ces hommes politiques se comportent de la sorte, c'est parce qu'il y a une crise au niveau donc, de ces règles, au niveau donc, de ces règles de conduite qui ont été établies et censées, en tout cas, définir donc, la conduite à tenir au sein donc, des partis. Et au-delà donc, des partis, au niveau donc, de la société, parce que de ces leaders, nous attendons donc, de voir des modèles, des marques à émuler pour éduquer donc, la société d'une manière générale. Le plus souvent, c'est parce qu'au début, il y a ce qu'on appelle de l'anomie. C'est-à-dire qu'une absence donc, de règles, une certaine insatisfaction donc, dans le processus donc, de déroulement de ces règles applicables donc, à tous les membres. Et le premier... Donc ça part d'abord d'une indiscipline au sein des formations politiques. Tout à fait. Parce que simplement, les partis politiques ont
que des statuts, des règles, mais qui sont dans la passivité, mais pas donc dans l'activité. C'est-à-dire que quand vous regardez en général cette situation, c'est parce que c'est le chef qui est le premier fautif. Parce que c'est toujours donc du chef que les autres observent le comportement à tenir. S'il n'est pas le coach, s'il ne se comporte pas comme le disait Mahatma Gandhi, il faut toujours être le changement qu'on désire voir, observer autour de soi. Si tel n'est pas le cas, ça pose problème. Et le premier donc à enfreindre donc les règles d'un parti, d'un groupe, etc., c'est toujours donc le chef. Lui qui, pourtant, a juré au début que je jure de respecter les règles et de les faire respecter. Oui. Mais du moment où il ne respecte pas donc les règles, serait-il capable de les faire respecter? Et là, il y a la défaillance. Et là, il y a une défaillance. C'est pourquoi, le plus souvent, avant de regarder au niveau donc des membres, il faut toujours regarder d'abord au niveau donc de celui qui dirige. Et ça, c'est un élément, la structuration, la hiérarchisation donc, au sein donc, de ces partis qui pose problème, mais également la problématique de la gestion du leadership. Donc vous êtes en train de parler de crise d'autorité au sein des partis politiques au d'autorité Sénégal. liée au leadership, qui est souvent mal géré, parce qu'il y a plusieurs façons d'autorité qui peuvent exister, mais le plus souvent, soit c'est de manière légitime que l'autorité donc a été choisie pour gérer donc un statut quelconque au sein d'un parti politique, ou bien il a été choisi donc de façon donc légale. Il peut aussi à la fois combiner les deux, être légal et légitime. La légalité, tant mieux, serait mieux, si toutefois, à défaut donc d'avoir la légitimité. Mais malheureusement, la plupart donc du temps, au sein donc de ces partis, ce n'est pas une autorité démocratique ni charismatique en tout cas qu'on peut avoir, mais plutôt donc des leaders imposés. Mais en fouillant toujours dans les origines, d'aucuns estimeraient que c'est juste symptomatique d'une perte de valeur réelle, avérée au Sénégal, parce que les hommes politiques ne sont pas des martiens non plus. Mais évidemment. Et que la conséquence majeure, pour vous dire qu'il y a ces pertes de valeur, parce qu'un parti politique, c'est au-delà donc des règles, des normes donc de conduite, effectivement donc des valeurs qui peuvent orienter le comportement des uns et des autres. Mais les valeurs mêmes, on ne fait qu'en parler, mais en pratique, ça ne se reflète pas donc dans le comportement donc des uns et des autres. Je peux en citer par rapport donc à des valeurs, particulièrement des valeurs républicaines, des valeurs telles que l'amour de la patrie, on en parle, mais il y en a peu qui se comportent donc dans ce sens. Ça veut dire qu'en général, c'est le politicien. Et il est politicien jusque donc dans son esprit. Il cherche donc à jouer le plus fin donc avec donc les autres. La frustration amène parfois à descendre dans les caniveaux. Mais tout à fait. C'est ça qui est inquiétant justement. Tout à fait. C'est parce que, je l'ai dit tout à l'heure, quand les règles ne sont pas respectées par celui qui est censé donc les faire respecter, n'en parlons pas pour les autres. Alors, où est le sens de l'État dans tout ça? Quand on impose donc un comportement, quand on impose quelque chose en dehors donc des instances habilitées donc à prendre donc la décision, parce que simplement on a outrepassé donc les règles pour à la limite un peu déroger donc à ce qui est habituellement reconnu d'être choisi à travers donc des instances donc habilitées. Maintenant, ça devient une imposition. Et que cela crée donc de l'insatisfaction chez les uns et les autres. Mais non, il y en a qui peuvent se conformer par rapport donc à ce qui est imposé, même si cela donc ne puisse pas donc les agréer. Maintenant, il y en a qui sont toujours récalcitrants, qui toujours montreraient donc leur position de désaccord par rapport à ce qui s'est décidé. Où est le sens de l'État dans tout cela? Parce que d'habitude, ce qu'on avait l'habitude de voir en termes d'échange de noms d'oiseaux, c'était souvent opposition contre pouvoir ou pouvoir contre opposition, mais aujourd'hui, ce sont des membres même du pouvoir qui échangent des noms d'oiseaux. Je ne voudrais pas, en tout cas, mettre le doigt sur un parti politique au pouvoir ou à l'opposition, mais de parler de manière générale. Mais il sera tellement difficile peut-être d'écarter l'aspect donc de ce qu'on appelle la gestion. Est-ce qu'on aurait perdu le sens de l'État au Sénégal? Oui, bien entendu, parce que c'est une conséquence énorme. Je voulais revenir tout à l'heure donc sur les conséquences que ce problème donc de structuration donc des partis et de leadership ont vraiment généré en tant que donc, conséquence donc, sur le comportement donc, de la population de manière générale. Et là, pour en revenir, c'est qu'effectivement, nous sommes en train de faire face à ce qu'on appelle une société inversée. C'est ça qu'une société inversée est une société du grand désordre, où ce sont les jeunes maintenant qui éduquent les adultes. Et c'est ça l'observation. Aujourd'hui, dans une société, on attendait que les adultes éduquent donc les jeunes. Mais maintenant, c'est les jeunes qui éduquent donc les adultes, parce que les adultes ne se comportent pas
comme, en tout cas, la société l'aurait voulu. Et c'est ça, donc, l'anomie. C'est-à-dire qu'il y a une situation, en tout cas, catastrophique qui est en train donc, de se produire. Et cette situation est observable à travers toutes les sphères de la société, politique, religieuse et partout. C'est un bouleversement, c'est le désenchantement donc, total. Alors, en plus, donc, c'est une société comme conséquence où, effectivement, le militant vaut mieux que le citoyen. Où être dans un parti est plus bénéfique que d'être donc, dans la patrie. Et quand on observe ces contre-valeurs qui se génèrent à travers donc, une société pareille, il y a de quoi avoir peur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est le népotisme qui plaide en faveur d'un emploi plutôt que la compétence. Donc que ce soit d'un bord ou de l'autre, c'est l'intérêt personnel, c'est l'intérêt personnel, l'intérêt singulier. Mais là aussi, c'est héréditaire d'une certaine manière, c'est culturel. Vous savez, dans nos cultures, nous avons nos réalités qui nous rattrapent et qui influencent donc nos comportements, qu'on ne le veuille ou pas. On se dit toujours, ça m'a pas le guenal de bagnala. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que d'abord, poursuis tes propres donc, intérêts. Après, maintenant, adviendra pour celui donc, des autres. Et c'est comme ça que les gens se comportent quand ils sont donc, dans l'État. Et qu'en général, parce que simplement, c'est encouragé par une culture donc, de l'État, où le plus souvent, on a plus donc, la culture du chef de l'État que la culture donc, de l'État. Très bien. Et maintenant, est-ce qu'on peut du coup considérer qu'au Sénégal, le débat d'idées n'est plus de ce monde? Bon, je ne dirais pas le contraire, mais en tout cas c'est un débat politique qui souffre, qui prend autant de coups par rapport effectivement à la poursuite donc, des intérêts individuels. Parce que nous n'avons plus de vision, mais on n'a que des visées. Ce qui importe, c'est d'abord dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut avoir. Et que quand l'individu pense dans l'immédiat ce qu'il peut avoir, il oublie ce qui adviendrait peut-être pour la postérité. L'acte qu'il pose, il le pose dans le sens de satisfaire quelqu'un, pour en retour en faire donc, en gagner quelque chose. Donc c'est toujours dans l'optique gagnant-gagnant que les individus, les uns et les autres, ont tendance à agir dans ces sociétés, dans l'État et partout donc dans les Très bien. Pour terminer, en tant que psychosociologue, qu'est-ce que vous préconisez pour sortir de ce tourbillon? Alors, avant de revenir, c'est juste pour remarquer la situation, comme l'avait dit avec Platon d'ailleurs, qui a parlé, qui est né 428 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, certains pensent même que c'est un prophète, donc en ses propos qu'il avait tenus. Nous sommes exactement face à cette situation où les parents, disait-il, quand les parents s'habituent à laisser faire donc, les enfants, quand les fils également ne tiennent plus compte de leurs paroles, quand les professeurs effectivement arrivent à ne plus, en tout cas, corriger donc leurs élèves, mais préfèrent donc les flatter. Quand les jeunes également, d'une certaine manière, méprisent donc la loi parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus donc d'eux l'autorité de rien, de personne, là arrive donc ce qu'on appelle la tyrannie. Et nous y sommes actuellement au fur et à mesure, que ce soit au niveau de l'État, dans les partis politiques, dans les familles religieuses, partout c'est le désordre qui est observable à l'œil nu. Si on conclut, si je peux me permettre de dire qu'au Sénégal, nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise d'autorité. Une crise d'autorité. Merci, Dr Souleymane Lo. C'était un plaisir d'essayer de comprendre avec vous ce phénomène, ce nouveau phénomène qui nous fait constater malheureusement des échanges de nos d'oiseaux entre autorités qui devraient plutôt se concentrer autour de l'intérêt général. C'est pour cette raison que le peuple leur fait confiance. Merci de rester fidèle à ITV. Dans quelques instants, vous retrouvez IR avec Sophia Ba. Juste après, le professeur Sanglé Diouf dans Il nous inspire. Et puis, à 20h30, l'antenne sera à vous. Keno Askanui, vous aurez l'opportunité de donner votre avis sur un des points de l'actualité de la semaine. Bonne soirée sur ITV. Vous retrouvez Adama Anouchkaba pour le week-end sur ITV sur le 19h45. Au revoir.